Lentement, son visage émerge. De ce grand bloc de marbre ramené tout spécialement de Carrare, Yannick le sculpteur dégage les traits de Léonard de Vinci. Et ce buste, c'est une copie qui viendra remplacer l'original du 19e siècle, très dégradé au château d'Amboise, là où repose le corps du maître de la Renaissance. Pour Yannick, ce travail, c'est tout un symbole. C'est émouvant, ouais, parce qu'il a un visage très caractéristique, et puis c'est un personnage qu'on connaît depuis notre enfance. Et puis en tant que sculpteur, oui, c'est vrai que c'est énorme, oui, c'est sûr. Un repère, une référence pour ce sculpteur spécialisé dans la restauration. Et du patrimoine à restaurer dans la région, il n'en manque pas. Aujourd'hui, Yannick se rend à Rigny-Hussé. La légende veut que ce château soit celui de la Belle au bois dormant. Et c'est lui qui est chargé de restaurer les lucarnes de cette façade typique de la Renaissance finissante. Bonjour Monsieur Blacker. Les deux lucarnes du milieu sont d'un style assez proche, donc on devrait logiquement retrouver le même genre de structure. On a les deux anges à la place des deux sauvages, on a le blason au milieu. On a exactement les mêmes dimensions et c'est vrai que c'est assez semblable au niveau du décor. C'est un château qui est très richement décoré. Il a eu des propriétaires très fortunés au moment de la Renaissance qui ont pu faire un travail admirable. Mais ça demande beaucoup de restauration, surtout que c'est du tuffeau, qui est une pierre locale qui est plus friable que des pierres qu'on trouve dans beaucoup d'endroits. Et donc c'est vrai, si vous regardez ce qui n'a pas été restauré, souvent les pierres, il en reste pas grand-chose. Et pour conserver cette marque d'authenticité, les travaux de restauration doivent s'appuyer sur une documentation aussi précise que possible. Voilà, donc là on a le livre de Guénière dans lequel on retrouve les gravures de 1699, où on a notamment un très beau dessin des blasons des lucarnes qu'on est en train de refaire. Ça, c'est le blason qu'il faut reprendre pour la lucarne. Je vous enverrai une photo, oui, très bien. Une photocopie que je vous enverrai pour la lucarne pour le mois de juin. On retrouve Yannick dans son atelier. C'est ici que chacune des pièces de la fameuse lucarne de Rigny-Hussé est travaillée. Donc là, c'est les outils du sculpteur. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont des ciseaux et des gouges pour le bois qu'on utilise pour la pierre, parce que la pierre est assez tendre dans la région pour qu'on puisse la travailler comme pour le bois. À la période romane, on reste beaucoup dans la géométrie du bloc originel, alors que dans la Renaissance, on va essayer d'oublier, en fait, on va essayer d'oublier l'architecture et on va donner vraiment une place très importante au naturel. Donc il faut faire en sorte que le feuillage ait l'air d'être naturel. Il faut essayer de retrouver un petit peu l'état d'esprit du sculpteur, mais on fait du mieux qu'on peut, quoi, voilà. Le petit village de Preuilly-sur-Claise est aujourd'hui bien paisible. Il fut longtemps considéré comme l'une des plus importantes baronnies de Touraine. En ce début d'après-midi, une vingtaine d'habitants se sont réunis dans la chapelle de Tous les Saints. Une chapelle funéraire du XVe siècle qui a bien failli à plusieurs reprises disparaître. Après-guerre, la chapelle était, j'ai vu des photos de l'époque, elle était entièrement couverte de lierre. Le toit était percé, tout s'écroulait. Redécouverte presque par hasard dans les années 50, elle fut aussitôt classée. Sous une couche d'enduit, on y a découvert un ensemble de fresques exceptionnelles sur le thème de la danse macabre. Bonjour. Deux spécialistes des décors muraux viennent aujourd'hui les expertiser. Et l'état de ces chefs-d'œuvre est très préoccupant. Les deux problématiques majeures, ça a été les décollements d'enduit, comme on voit ici, dus aux problèmes d'infiltration qu'il y a eu, qui ont donc décollé les couches d'enduit et donc de décor. Et la deuxième, donc, ce sont les trous de piquetage qui ont été faits par l'homme et qui donc ont ruiné la surface générale et qu'il va falloir reprendre. Ce personnage de la chapelle a été reproduit à l'identique une cinquantaine de kilomètres plus loin sur le site de Muro dell'Arte, un conservatoire dédié à la recherche et à la transmission du savoir-faire de l'art mural. Dans cette grange, les restaurateurs peuvent y tester leurs méthodes avant de les appliquer à la fresque historique. Là, je suis en train de dégrader un fragment de décor tel qu'il pourrait être dégradé afin de pouvoir faire des essais de nettoyage et de consolidation dessus.
Le bâtiment étant du XVIIIe siècle, il a des pathologies qui se sont intégrées, comme des remontées de sel, de l'humidité. Et ça nous permet, nous, de pouvoir, en posant des copies de décors dans les techniques de chaque période, ça nous permet de voir comment les pathologies sont générées sur ces décors en quelques semaines ou quelques mois. On va aussi regarder la couche picturale ici, qui est assez pulvérulente. Par exemple, si je viens toucher la peinture, on voit que le pigment reste sur mon doigt. Ça, c'est une des pathologies qu'on avait découvertes à Preuilly-sur-Claise, dans la chapelle de tous les Saints, et qu'on a voulu reproduire justement ici pour voir comment on allait refixer. C'est qu'ici, on a retrouvé les gestes et usages de toujours. Terminé les substances chimiques, place aux produits naturels. Dans nos recherches, on en est venu à comprendre que ce sont les meilleures méthodes, ce sont les méthodes ancestrales. Donc on en est revenu à ça, on a recherché ces méthodes ancestrales et on a retravaillé dessus évidemment. On a fait à nouveau des tests et on a recréé une méthodologie. Pour un monument aussi emblématique que Chambord, on sait que les travaux d'entretien et de restauration peuvent s'avérer délicats et parfois même polémiques. Pas de problème particulier pour ceux actuellement menés sur le mur d'enceinte. Ils s'inscrivent dans le cadre de travaux programmés. Bonjour. Tout est lié à l'état sanitaire qui va ressortir en fait de l'étude de l'architecte en chef. Le programme que nous faisons sur 10 ans est fait en collaboration avec la maîtrise d'ouvrage, l'architecte en chef des monuments historiques et le CRMH, le conservateur régional des monuments historiques. Et donc la priorité va se faire du coup sur les états sanitaires qui sont le plus dégradés. Parfois, les choix sont plus contestés. Retour sur une polémique qui a enflammé historiens et gazettes pendant plusieurs mois. En cette année 2019, 9 énormes chantiers sont prévus pour commémorer les 500 ans du monument. Jean Dossonville, son directeur, souhaite redorer le sommet des Lanternons tel qu'on suppose qu'ils furent en 1539, lorsque François Ier accueillit son rival Charles Quint. Ce projet est un projet cohérent, complet, rigoureux, destiné à magnifier le monument et à retrouver le premier Chambord voulu par François Ier. Problème, les documents sur lesquels s'appuie Jean Dossonville s'avèrent extrêmement minces. Il n'y a aucune vue de Chambord à cette époque qui montrerait des dorures. On ne sait pas exactement comment étaient les lanternons à l'époque. Il faut savoir que les lanternons ont été refaits entre-temps. On ne sait pas quel était l'état de Chambord à cette époque-là. Cette charte de Venise implique qu'on restaure dans le dernier état historique connu. Là, on est dans l'invention complète. Article de presse, avis négatif de la Commission des monuments historiques, intervention du président de la République qui finit par faire machine arrière. Sachant son projet recalé, le directeur de Chambord en représente une nouvelle version, limitée cette fois-ci au décor de plomb. Seule une girouette sera finalement recouverte du métal précieux. Au-delà de cette polémique, ce sont de vraies questions qui se posent sur ce que peut être une restauration réussie. Cette histoire est symptomatique du fait que, d'un côté, le patrimoine, on en parle beaucoup, mais de l'autre côté, on en parle mal. Et on ne comprend pas ce que c'est que le patrimoine. Le patrimoine a besoin d'argent, a besoin de compétences et a besoin de décisions pour éviter qu'on le détruise, pour qu'on le restaure. Le tourisme est extrêmement important pour le patrimoine, c'est d'ailleurs ce qui crée de la richesse, mais faire venir des touristes pour de mauvaises raisons, ça ne va pas sauver le patrimoine, au contraire, ça va le détruire. Et il y a un côté Disneyland, qui est le même qu'à Versailles, où on fait revenir les gens avec du doré, du clinquant, du Léonard de Vinci, en veux-tu, en voilà. Le patrimoine, ça suscite l'émotion, la passion, et donc c'est normal que les débats soient passionnés. Dès qu'on parle de l'or, c'est spectaculaire, on imagine que c'est très coûteux, que c'est somptuaire, que ça n'est jamais nécessaire. Alors que, bien sûr, dans l'évocation de l'or, il y avait à la fois le désir d'évoquer le Chambord d'il y a 500 ans, d'en donner une interprétation, mais aussi de donner une image d'une fierté nationale qui puisse rayonner à travers le monde. Bien sûr que je regrette un peu l'évocation de l'or, mais je pense que finalement, la solution trouvée, elle est pacifique, apaisante, elle est largement soutenue, et c'est très important aussi pour Chambord. Fin de la discorde. Le site historique peut retrouver sa quiétude et ses touristes. C'est un bien étrange visiteur qui arpente les allées du château.
Kevin Beck est chercheur à l'Université d'Orléans. Sa spécialité, les maladies du tuffeau. Alors évidemment, Chambord constitue un excellent terrain pour ses recherches. Dans un programme de recherche qui a été financé par la région Centre il y a quelques années, nous avons établi une cartographie de cette zone et on sait pierre à pierre quelles sont la datation des pierres, la provenance de ces pierres et leur nature d'altération. Un véritable carnet de santé du monument, exactement comme on pourrait le faire pour un patient. C'est que les maladies de cette pierre sont nombreuses. La pierre de tuffeau qui est ici, on est certain qu'elle est d'époque. Donc elle date du XVIe siècle, c'est la pierre d'origine du château de Chambord. Et cette pierre-là subit une desquamation assez importante, avec une perte de plaque ici, là, et une perte de matière sur à peu près 2 à 3 cm d'épaisseur. Là, je suis en train de faire un prélèvement de pierre dans la zone fissurée afin de faire une analyse après en laboratoire. Je cherche à voir si on a la présence de polluants à l'intérieur de la pierre qui pourraient expliquer cette fissuration. Retour au laboratoire. Les précieux prélèvements vont y être broyés, pilés, soigneusement observés. À quoi ça sert de faire cette recherche de cristaux ? Notre but, c'est de faire une détection pour séparer les minéraux qui sont naturellement présents dans la pierre, en gros une pierre saine, des minéraux qui sont extérieurs à la pierre, donc qui viennent d'une pollution, d'une source de pollution extérieure. La pierre de tuffeau a des qualités essentielles pour la Renaissance au niveau de sa blancheur, sa légèreté, on peut la sculpter facilement, mais elle est aussi très poreuse et très sensible par rapport à l'altération, par rapport à son environnement. Donc il est nécessaire de la surveiller, de faire un bon entretien de cette pierre afin d'augmenter au plus sa durée de vie. Et dans ce rôle de conseil, les scientifiques sont irremplaçables. À Tours, dans ce beau bâtiment du XVIe siècle, il règne comme une ambiance de start-up. Ici, les ordinateurs tournent à plein régime, réalité virtuelle, modélisation 3D, les monuments comme Chambord sont passés à la moulinette numérique. Intelligence et patrimoine, c'est une école, un programme de recherche et un incubateur créé notamment par le Centre d'études de la Renaissance et l'Université de Tours. Sur cet écrancier, vous avez en fait un produit dérivé de l'acquisition scientifique qui est en fait une version affichée sur le web en temps réel d'une sculpture qui est une Vierge à l'enfant de Blois en terre cuite. Et là, l'intérêt pour nous, c'était vraiment de donner aux gens la possibilité de manipuler et de voir l'objet avec sa texture, en fait, sa matière et un rendu physique de la matière qui donne une bonne perception de ce qu'est l'objet en réalité. Une expérience virtuelle ludique est donc un plus pensé pour les touristes, mais pas seulement. Ça permet aux restaurateurs d'avoir des données qui sont des données vraiment d'extrême qualité et donc un travail ensuite de précision pour la restauration, soit en amont, pour la connaissance même de l'objet, soit en aval, pour justement pouvoir le traiter et le restaurer. La haute technologie au service du patrimoine. Et si loin du clinquant, ces outils de connaissance permettaient de réconcilier les intérêts du tourisme et ceux des acteurs de la restauration. Une chance peut-être pour redonner sens et lisibilité à un patrimoine si riche et si fragile.